Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout le monde aura remarqué cette énième opération antiterroriste à Messelmoun, dans la wilaya de Tipaza. Un autre accrochage avec des terroristes, un peu sur le mode du fameux terroriste à répétition de Tamanrast, qui est abattu à chaque fois qu'un événement politique ou une quelconque clameur publique met le régime dans la gêne. Une méthode éculée que les Algériens connaissent ô combien. La plus abominable méthode du régime, qui procède du fameux terrorisme pédagogique et qui s'est ménagé un potentiel terroriste dans les maquis et des marionnettistes dans les bureaux des services qui agitent les premiers. Des groupes terroristes montés de toutes pièces par les mêmes services. Des terroristes en connaissance de cause qui sont rémunérés pour faire le boulot ou à l'insu de leur propre gré, de pitoyables nigauds manipulés qui croient être dans le djihad et qui ne savent pas que les fatwas de mort qu'ils serrent contre leur cœur ont été rédigés dans les locaux du DRS. L'autre stratégie, et qui est généralement jumelée à la première, est cette propagande particulièrement insidieuse, confiée à une foule de baltagia de l'information et de la communication, et relayée par des milliers de relais inconscients. Une propagande très primaire, très fruste, qui insulte l'intelligence des gens, mais qui n'en est pas moins redoutable d'efficacité. Celle de la main étrangère, celle de ces sombres ennemis de l'extérieur qui ne cherchent qu'à détruire l'Algérie, celle de l'OTAN qui n'attend qu'un signe pour venir bombarder le pays, comme il l'a fait en Libye, celle d'Otpor et de Soros qu'ils ont réussi à diaboliser, celle de la résolution du Parlement européen, que tout le relais, y compris parmi la zema opposition, ont tenté de faire passer pour une violente ingérence dans les affaires de l'Algérie. Et c'est ainsi qu'à chaque crise majeure qui affecte le régime, ou à chaque fois que la contestation populaire menace de l'emporter, ce régime, des opérations terroristes sont mises en action en un claquement de doigts. Et les relais médiatiques activés à leur maximum pour finir le boulot, pour propager la peur, pour agiter le bourreau du terrorisme comme d'hab. Et c'est ainsi, au même moment où la guerre des Camarillas fait rage au sein du régime, qu'une action de l'armée contre le terrorisme a été concoctée de façon presque routinière, comme d'habitude, sans même tenter de changer un tant soit peu de méthode. Une opération antiterroriste sortie de la casquette d'un expert en coups fourrés, sans grande imagination. Un détachement de l'ANP a donc été envoyé au charbon dans la région de Tipaza. Un accrochage a peut-être été arrangé, qui s'est soldé par la mort de 2 soldats et de 4 personnes armées dont on ne nous dit pas grand-chose sur ces terroristes, sauf que ces personnes étaient des terroristes armés, qu'elles étaient dangereuses et sanguinaires. Ce sont là les propres termes du communiqué du ministère de la Défense et du chef d'état-major
qui s'est déplacé sur les lieux. Et là, nous allons marquer une petite pause pour poser des questions toutes simples. Si ces personnes, si ces terroristes sont estimées dangereuses et sanguinaires, c'est qu'elles étaient identifiées, connues par les services pour leurs antécédents, pour leurs actions. Et pourquoi alors ne nous dit-on pas qui étaient ces gens? Quels sont ces crimes qui leur sont imputés et qui leur valent de tels qualificatifs? À quel groupe terroriste ils appartenaient? À quelle mouvance idéologique? Par qui ils étaient financés, soutenus? Quelles étaient leurs revendications? Depuis quand sont-ils au maquis? C'est le travail des services, n'est-ce pas, que de savoir tout cela, puisqu'ils nous disent de ces gens qu'ils sont sanguinaires et dangereux. Alors, eux qui savent si bien communiquer d'habitude sur les informations qu'ils ont obtenues grâce à leur grande compétence, bien sûr, compétence reconnue par la CIA, nous dit-on. Pourquoi alors ne nous dit-on rien sur ces terroristes dont on ne sait même plus pourquoi ils persistent à traîner dans les maquis, à ne pas rentrer à la maison comme leurs autres copains? Quelles sont leurs revendications? Ce qu'est leur nombre? Combien sont-ils? Et pourquoi, surtout, ne nous dit-on pas pourquoi la deuxième armée du continent africain et la 28e armée du monde, une armée surarmée, surfinancée, dont le commandement est composé de plusieurs centaines de généraux, de plusieurs milliers d'officiers supérieurs, de plusieurs centaines de milliers de soldats. Pourquoi cette formidable armée qui dispose de tant de moyens ne peut-elle éliminer en une seule opération, en une vaste campagne, et pour de bon, ces groupes épars de terroristes dont on dit qu'ils sont mangés par leurs poux, qu'ils crèvent de faim, qu'ils puent à 10 kilomètres, qu'on les retrouve souvent grâce à leur odeur nauséabonde, qui font peser de telles menaces sur tout un pays. Pourquoi cette armée ne les élimine-t-elle pas, tout simplement? Pourquoi ne les neutralise-t-elle pas ou ne les pousse-t-elle pas à se rendre pour qu'on en finisse? Autant de questions qui n'obtiennent jamais de réponse de ceux-là invisibles et aux bras très longs, ces marionnettistes sans état d'âme qui envoient la mort rouge, contre des innocents, y compris contre les soldats jaunaudes qu'ils envoient à la mort, et aussi contre les imbéciles, excusez-moi de le dire comme ça, qu'ils ont réussi à embrigader, à intoxiquer par leurs émirs de service, qu'ils fanatisent par gourous interposés pour s'en servir comme d'un sanglant épouvantail. Le terrorisme pédagogique et le recours aux épouvantails de la main étrangère et de l'ennemi intime, ce climat de peur et de menace que tente de distiller le régime pour détourner les Algériens des vraies menaces qui pèsent sur leur avenir et celui de leurs enfants, montre bien que ces gens qui ont fait main basse sur le pouvoir en Algérie ne sont capables ni de s'amender, ni de se renouveler. Ils continueront ainsi
jusqu'à ce qu'ils soient extirpés de la vie des Algériens qu'ils infestent et dont ils compromettent gravement le destin. Le régime ressort l'épouvantail terroriste. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi mon ami Skandar Debbash, analyste politique, activiste politique. Skandar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamal. Merci. Merci à tous les téléspectateurs Merci. pour m'avoir invité. Alors, nous allons être rejoints par Hassan Hiresh, qui arrive, économiste, analyste politique. Et nous aurons avec nous au téléphone ou en Skype Amin Mennadi, depuis le Canada, Amin, qui est militant des droits de l'homme. Skandar Debbash, voilà donc une autre opération antiterroriste qui s'est soldée par la mort de 2 Jounoud, Rabbi Hamam, et de 4 personnes dont on nous dit que ce sont des terroristes. D'abord, comme ça à chaud, votre sentiment sur cette énième... Voilà, ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours dans le même schéma. Toujours dans le même schéma, c'est-à-dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on fait diversion avec de soi-disant actes de terroristes. À savoir s'ils sont avérés ou non, ça on n'en sait rien puisque nous n'avons aucune information là-dessus. Nous nous basons sur leurs propres affirmations à eux. Maintenant, pourquoi ressortent-ils aujourd'hui cette histoire de terrorisme? Là, c'est là que... Et là, bon, on ne peut pas, c'est-à-dire spéculer là-dessus, mais on peut logiquement dresser 2 hypothèses. La première et la plus évidente, c'est une menace directe contre le peuple algérien. Le peuple algérien qui a montré son mécontentement pendant 1 année entière avec le Hirak. Et au point où le régime s'est réellement senti menacé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous dire peut-être, attention, si vous continuez comme ça, vous allez vous retrouver encore une fois en plein terrorisme? En plein terrorisme. On se souvient comment Yahya brandissait la menace de la décennie rouge, de la décennie noire plutôt, oui. contre les Algériens. Il a dit clairement, hein, attention, nous ne voudrions pas revenir à la décennie noire. Et ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. À chaque fois, la Syrie, oui. On se rappelle même au début du Hirak, ces images qu'ils nous ont montrées à l'UNTV, de têtes coupées, de bébés fracassés contre les murs, Absolument. de Batalha, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont jamais hésité. Ouais. Ils n'ont jamais hésité à brandir la menace terroriste. Et ça, la menace, elle est claire aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, ou vous restez tranquille, vous tenez tranquille. Mais on sait que quand un régime a recours à ce genre de menace, on sait que c'est un aveu de faiblesse totale. Ça veut dire un aveu d'impuissance et d'incompétence absolument totale contre le peuple. Parce qu'ils savent que c'est un peuple... Mais Skandar, cette méthode, elle est éculée. Elle est éculée, oui. Ça veut dire qu'on la connaît depuis les années 90. D'ailleurs, il y a eu
abondamment de littérature sur le sujet, Absolument. de révélations, y compris d'officiers supérieurs qui ont déserté le DRS, l'armée, qui ont expliqué les méthodes, comment, pour monter, pour retourner la population en leur faveur, comment on désigne des personnalités très estimées de la population pour les faire assassiner par les terroristes de service, ou à la limite en manipulant à leur insu les vrais terroristes islamistes qu'il ne faut pas absoudre non plus. Parce et donc, tout le monde connaît cette méthode du terrorisme pédagogique. Oui, c'est éculé. On pensait à la limite qu'ils allaient revoir leur méthode, les moderniser un peu, mais c'est la même chose. C'est la même chose, absolument, parce que nous avons affaire à un régime qui est à court d'arguments, à court d'idées, qui ne sait plus, il est au pouvoir, d'accord, il a récupéré son pouvoir. Le pouvoir a été récupéré par l'aile dure de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, l'état-major algérien, parce que, selon la formule de Clausewitz, une armée sans éthique n'est pas une armée, c'est une bande armée. Voilà à quoi. Vous voulez la répéter, celle-là? Une armée sans éthique n'est pas une armée, c'est une bande armée. C'est incroyable, comme c'est juste, comme c'est... Absolument. C'est incroyable. C'est qui a dit ça? Clausewitz. Clausewitz. Une armée sans éthique est comme une bande... N'est pas une armée. Ce n'est pas une armée, c'est une bande armée. C'est une bande armée. Une armée qui n'a pas hésité à massacrer son propre peuple, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Oui. Est-ce qu'elle détient... Mais en fait, ce n'est pas l'armée qui a massacré son propre peuple, ce sont les chefs de l'armée. C'est une grosse différence. C'est une sacrée différence. Parce que l'armée est constituée des enfants du peuple. Ce sont les enfants de ceux qui meurent. Et on n'a jamais vu un général mourir, ou son fils mourir, ou sa famille mourir. Quand on parle de l'armée en tant il n'y a pas photo. L'armée en tant qu'institution, oui. Je parle de l'armée en tant qu'institution. Oui. Est-ce qu'elle a jugé les généraux génocidaires? Non. Non. Elle les a jamais jugés. Au contraire, elle les a absous. Elle les a absous, absolument. Par la fameuse charte de Bouteflika dont on nous a dit. Hassan, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Merci Hassan Hirish, notre ami, économiste, analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être arrivé avec un peu de retard. La prochaine fois, je vous donnerai un mauvais point. Vous vous rappelez, avant, à l'école, on nous donnait les bons points et les mauvais points, ou le piqué. On va donner un mauvais point au taxi. Au taxi, plutôt, d'accord. On ne va pas leur faire de la publicité, là. Ah oui. Alors, justement, Hassan Hirish, merci donc d'être avec nous. Voilà, le terrorisme qui revient. Tout le monde s'attendait. Tout le monde s'attendait. Vous vous rappelez l'affaire du fameux terroriste de Tamarast? À chaque fois, on disait, le terroriste Tamarast a été arrêté, tué. Une semaine après, il réapparaît, on le retue. Au moins, ils n'ont pas fait beaucoup de victimes. C'était un seul qui mourait à répétition. Mais là, tout le monde s'attendait qu'avec la pression qui est mise contre ce régime, avec ce qui le mine, ce qui le ronge de l'intérieur, cette guerre des Camarillas, tout le monde s'attendait à ce qu'ils nous ressortent cet épouvantail. On dirait que c'est leur seule méthode. Il n'y en a pas une autre. Soit ça, soit la main étrangère. Alors, à votre avis, Hassan? Oui, effectivement, je crois que ce qui vient d'être dit par notre ami Skandar est tout à fait juste. Je veux dire, à partir du moment où ils ne veulent pas une véritable solution, ils ne veulent pas une issue pour que l'Algérie s'en sorte, pour que l'Algérie devienne un pays normal, comme dirait l'autre complice d'ailleurs. Donc à partir de là, ils trouvent des subterfuges, quels qu'ils soient, et ça ne les gêne pas de recommencer. C'est la méthode d'échec recommencer. Et donc il n'est pas du tout surprenant qu'aujourd'hui, j'ai lu dans un article effectivement du journal Liberté aujourd'hui, on parlait en fait de trois coins, de Boumerdes, Insalah et puis Ain Fla. Donc, pour dire que c'est partout, quoi. Pour dire que ça y est, l'Algérie est à nouveau minée, est à nouveau menacée, sans compter évidemment. Ils mélangeaient tout ça avec les problèmes extérieurs. C'est le propre des régimes de dictature, des régimes militaires. Ils inventent des ennemis intérieurs, des ennemis extérieurs, pensant que ça suffit pour que... Les ennemis intérieurs pour miner
toute résistance possible de l'intérieur. C'est ce qu'ils croient. Et les ennemis extérieurs pour braquer les regards de tous les nationalistes, de tous les patriotes, vers le seul extérieur et oublier ce qui se passe à côté. Sauf que ils ont oublié une donne absolument, je vais dire, incontournable, qu'il y a eu février 2019. L'éveil. Voilà. Il y a eu le février 2019. Et donc, les Algériens savent qu'ils ont assisté à une politique de mensonge, de terreur, de menaces depuis 1962 à ce jour, et que la méthode, malheureusement, n'a pas changé. Elle est propre à toutes les dictatures plus ou moins militarisées. C'était le cas à l'époque de l'Union soviétique. C'est le cas aujourd'hui en Corée du Nord, où tout est verrouillé, etc. Le Venezuela, même si aujourd'hui le pouvoir actuel est vraiment en déliquescence, mais c'est propre à toutes les dictatures aujourd'hui d'Afrique ou d'Asie. Mais les dictatures n'utilisent pas ce terrorisme pédagogique. À la limite, la menace étrangère, l'ennemi, la main étrangère. Non, mais le terrorisme pédagogique contre leur propre peuple, des terroristes qu'ils créent eux-mêmes, qu'ils arment, qu'ils financent, qu'ils manipulent, qu'ils contrôlent. On ne connaît pas beaucoup de cas comme ça. Démagogique. Pédagogique, ça veut dire dans le sens... Smaïl Ammari, qui avait inventé cette formule, avait pensé qu'il fallait mettre dans le cerveau des gens que l'islamisme est l'ennemi, que l'armée est l'ami, et comment faire? Il fallait tuer les plus populaires, les journalistes, les écrivains, non seulement en se servant des propres groupes armés du régime, mais de se servir des islamistes eux-mêmes, qui en toute bonne foi pensaient qu'ils étaient dans le djihad, qui ne savaient pas que leur émir est un gars du DRS, et on les a menés comme ça. Vous vous rappelez l'AIS, comment il s'appelle? Medani Mzrak. Oui, mais... Medani Mzrak de l'AIS. Qui a affirmé avoir égorgé un appelé sur ses genoux, qui, pendant qu'il l'égorgeait, criait, il appelait sa maman. Il a dit, il appelait sa mère quand j'étais en train de l'égorger. Et il a montré la Kalachnikov. Il a dit, c'est ça Kalachnikov que j'ai gardé. Comme ça, il a dit un journaliste. Cet émir-là de l'AIS, quand il parlait du général Smaïl Ammari, il disait mon général, ou là il disait le Hajj. Le Hajj Smaïl. Hajj Smaïl, il hajj 7 marrat. Et quand il est mort, il lui a fait une oraison funèbre. Oui, c'est pas étonnant. Donc, son copain comme cochon, quoi. À partir du moment où la décennie noire, qui a duré d'ailleurs plus de 10 ans, la décennie noire, elle est passée sous compte des pertes et profits. À partir du moment où on a jugé personne, il n'y a pas de responsable, ni du côté islamiste, ni du côté des militaires. Il y a eu, les Algériens se sont entretués comme ça, sauvagement, des milliers, des centaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de disparus, une guerre absolument atroce, des traumatismes jusqu'à aujourd'hui, évidemment, dont on n'est pas guéri parce qu'il n'y a pas un processus de réparation. Donc, ils pensent aujourd'hui encore, du moins, ceux qui insufflent des idées au pouvoir actuel pour dire voilà comment il faut agir, de pseudo-intellectuels ou comme les appelle Adel Djibbar, que je salue, les intellectuels organiques, qui leur dit oui, il faut terroriser la population, il faut terroriser les Algériens, un peu comme en Israël, la Palestine, ils disent le seul langage que les Palestiniens puissent comprendre, c'est le bâton. Il faut frapper, il faut tuer, il faut massacrer, il faut séquestrer, spolier, machin et tout. Et accuser les autres de terrorisme. Bien évidemment. Accuser les autres de terrorisme. Mais évidemment. Donc, cette méthode-là, bon, elle a marché un temps. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ont cru qu'effectivement, ça y est, il y a l'ennemi et il y a heureusement la main de fer qui va briser l'échine de l'ennemi, etc. On sait que cette équation est complètement illusoire, complètement fausse. Justement, nous allons parler tout à l'heure de cette incroyable situation de la 2e armée d'Afrique, la 28e armée du monde,
Oui. Une armée surarmée, suréquipée, surfinancée, qui a à sa tête des centaines de généraux, des milliers d'officiers supérieurs, des centaines de milliers de soldats, entre réservistes et activistes, et qui ne parvient pas à neutraliser quelques bandes dont on nous dit qu'elles sont éparses, mangées par leurs poux, qui puent, qui n'ont pas de quoi manger. Nous allons en parler. Mais d'abord, Iskandar, vous qui avez été en Argentine, connaissez bien ces histoires de justice transitionnelle. Juste cette question, mais notez ce que vous allez me dire pour ne pas oublier. Mais cette loi scélérate de Bouteflika, qui a auto-amnistié les généraux. Oui. On sait très bien que Bouteflika, pour passer au deuxième mandat... Il a amnistié aussi les islamistes. Et les islamistes, pas les islamistes, il a amnistié les terroristes des deux bords. Oui, oui, voilà. Alors, c'est plus juste comme ça. Exact. Alors, tout le monde sait que Bouteflika avait proposé cette auto-amnistie aux généraux parce qu'il penchait du côté de Benflis. Il voulait passer Benflis au deuxième mandat. Il leur a dit, moi, je peux vous ramener ce que Benflis ne vous ramène pas. L'absolution pour vos crimes. Et ils savaient, eux, qu'il avait sur eux de gros dossiers. Et donc, c'est comme ça qu'ils l'ont passé. Ça, c'est la vraie histoire. Maintenant, comment faire pour faire la lumière, définitivement, pour qu'on ne puisse plus utiliser ce terrorisme à répétition comme épouvantail? Comment faire pour faire éclater la vérité sur le terrorisme en Algérie depuis qu'il a commencé? Qui sont ceux qui tuaient? Qui tuait qui est manipulé? Qui était derrière? Et qu'on dise tout sur les généraux, sur les islamistes, sur tous les terroristes. Pourquoi et comment? D'abord, une petite précision que je voulais depuis tout à l'heure que je voulais apporter, c'est que le terrorisme pédagogique n'a pas existé qu'en Algérie et que les Algériens, enfin les généraux algériens, n'étaient que des petits apprentis devant ce qui se faisait en Amérique du Sud, en Amérique latine, notamment au Pérou. Oui. Au Pérou, où le sentier lumineux s'était compromis de telle manière avec le pouvoir de Fujimori à l'époque, qu'il en était devenu pratiquement suspect. Et comme la population était sujette à un très très grand mécontentement, ils ont utilisé justement ce terrorisme pédagogique avec l'aide du sentier lumineux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une connivence entre le régime et le sentier lumineux pour terroriser la population. Pour terroriser la population, mais à ce moment-là, il y a eu une branche dissidente des Tupamaristes, du mouvement MRTA, c'était le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Parce que les Tupamaris, ça vient de Tupac Amaru, un personnage autochtone qu'on appelait un Indien à l'époque, et qui avait réussi à son époque à fédérer des tribus indiennes de l'Amérique latine, pas toutes, mais une grande partie, contre les conquistadors. Donc, d'où les Tupamaristes à peu près partout en Amérique latine, surtout pendant l'opération Condor. Et donc, ça, je l'avais soutenu à l'époque à la clôture du stage que nous avons eu à Buenos Aires avec le CAICOPAS, c'est-à-dire c'était un centre de formation pour des correspondants de guerre. Oui. C'est-à-dire on apprenait les rudiments un peu militaires, comment utiliser à l'époque certains instruments militaires, non pas des armes, mais des instruments militaires à l'époque, c'est-à-dire pour se localiser, etc. Bref. Et la charte nationale. Pourquoi ne... Maintenant, pourquoi la charte nationale? Pourquoi est-on en train de tout faire? Vous savez que la charte nationale, la charte pour la réconciliation nationale, elle interdit. Aujourd'hui, quand on demande aux gens, on dit aux islamistes et aux généraux, venez qu'on crée une commission d'enquête, qu'on essaye de tout savoir. Qu'on fasse la vérité, quelle qu'elle soit, et qu'on puisse enfin se pardonner les uns les autres. Eux, ils vous disent non, la loi interdit de mener une quelconque enquête, serait-elle scientifique, serait-elle universitaire sur ces événements. Donc absolument. Pour eux, ça y est. Mais ça, c'était le deal qui a été passé entre Bouteflika et les généraux. Oui, mais pourquoi ne pas casser cette atrocité, cette scélératesse qui empêche de faire éclater la vérité? Parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Ils n'y ont pas intérêt. Imaginez qu'on dévoile à tout le monde ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Une action vérité-justice, ça n'arrange personne en Algérie. Et puis ça leur coupera les moyens. Ils ne pourront plus utiliser le terrorisme tous les pédagogique. Moyens. Mais il n'y a pas que.
Il n'y a pas qu'eux qui utilisent le terrorisme. L'épouvantail du terrorisme est en train de se pratiquer à peu près partout dans le monde. Oui, en effet. L'État islamique en est la conséquence. Absolument. Les grandes puissances. Absolument. Les les grandes Américains puissances. sont intervenus au On a vu- Moyen-Orient on sait- sous prétexte de terrorisme. On sait que l'AQMI au Sahel, l'AQMI, la Qaïda du Maghreb islamique, on sait à peu près certainement, d'après les officiers supérieurs qui ne sont plus dans le DRS et dans l'armée, Oui. que l'AQMI a été créé par le DRS et la CIA. Et certains services occidentaux. C'est-à-dire que C'est pas étonnant. Parce qu'il fallait créer une zone d'instabilité au Sahel qui puisse permettre de gérer la Vous situation. savez ce que c'est que le terrorisme pédagogique? C'est comment massacrer une population de 1000 ou 1500 habitants en ayant avec l'appui de la presse et dans le silence total, dans huis clos. l'omerta totale, à huis clos. Ben Talha, Ben Talha, le fameux exemple de Ben Talha, Raïs, Raïs, Ramka. Beni Msous, absolument. Absolument. C'est la méthode qu'utilise aujourd'hui Pékin vis-à-vis Des Ouïghours, Oui. les centres de formation. Mais bien sûr. Hein, ils ne sont pas examen. dans des camps de Oui. concentration, ils sont dans des centres Voilà. de formation. C'est des terroristes, il faut, Il faut les éliminer rééduquer. ou les rééduquer. Ouais. L'un ou l'autre. Mais les Oui. premiers à manipuler, C'est connu. à manipuler l'islam et donc l'islamisme à des fins soi-disant stratégiques, en fait, avec des fins de répression, c'est les généraux algériens. C'est les Khaled Nassar, Touati, etc. On les connaît. Mais moi, je crois que pour faire bonne mesure, il ne faut pas oublier aussi la part très, très importante des islamistes djihadistes, Oui. qui généralement sont les agents des généraux. Qui sont les Qu'ils agents soient généraux. des agents de plein gré, c'est-à-dire travailler avec eux, ils sont rémunérés d'une façon ou d'une autre, comme Madeni Mzarag, par exemple, hein, milliardaire aujourd'hui, et pas que lui. Il y en a plein, oui. Soit des gens qui sont tout simplement de sombres crétins, qui ne savent pas qu'ils sont manipulés, qui ne savent pas que les fatwas qu'ils lisent viennent d'un bureau du DRS, qui ne savent pas qu'il travaille contre lui-même, etc. C'est l'une des raisons, je m'excuse, juste Oui, bien une sûr. toute petite parenthèse, Oui. pour lesquelles je ne peux jamais comprendre comment des islamistes, mais pas les vrais, je veux dire, pas les sanguinaires, Oui. ceux qui croient vraiment Oui. que la solution est dans l'islam. Comment je n'arrive pas à imaginer comment ils acceptent et ils revendiquent que l'islam soit religion d'État, sachant que une religion d'État est toujours aux mains de ces gens-là, aux mains des généraux, aux mains des politiques véreux, aux mains des bras Elle est cassés, récupérée, aux mains- forcément. Forcément, ils deviennent les émirs, ils deviennent des commandeurs des croyants, ainsi de suite. Et ils font taire les gens parce qu'on ne peut pas contredire Dieu. Mais bien Hein, évidemment. puisque, Donc, comme les autres, ils font taire les gens en se servant de la révolution, des shuhada, Bien évidemment. donc là, c'est des là, cautions franchement, là, morales. je le dis vraiment, là, en face, aux islamistes pacifiques, croyants, etc., qui croient que l'islam peut être une solution, réfléchissons un peu ensemble. Un islam, religion d'État, forcément aboutit à une religion aux mains de ceux qui dirigent cet État-là, ou ce semblant d'État, et ils en font ce qu'ils veulent. C'est Mais une à leur arme. décharge, ces gens-là, Hassan, à Oui. leur décharge, Oui. réfléchissez. Réfléchis. Ils ont demandé une enquête sur ce qui s'est passé. Non, mais je suis Et d'accord. ils ont accepté de passer devant des tribunaux Oui. objectifs Je parle et pas du sincères. passé, je parle de l'avenir déjà. Je suis d'accord avec Et vous. ils l'ont avoué eux-mêmes, attention. Hein. Ils ont avoué la manipulation. On se souvient, d'ailleurs, vous vous souvenez quand Smaïl Lamari s'est vanté à Paris devant Yves Bonnet et Marion sur la manipulation des groupes islamistes. Et d'ailleurs, justement, dans son livre, Marion, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, il est vrai que pendant la guerre d'Algérie, nous n'avons pas été des tendres envers les Algériens. Mais nous étions au moins une armée d'occupation. Ouais. À la différence que nous étions une armée d'occupation. Mais jamais l'armée française ne s'est attaquée à son propre peuple. Ah, pour ça, c'est vrai. Alors, Amin Mennadi est avec nous, militant des droits de l'homme, analyste politique. Amin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Ça fait longtemps, Amin, ça fait un bail. Depuis l'année dernière. Oui.
L'année dernière, ça n'a daté que de quelques jours, hein, je rappelle. Amine, nous sommes en train de parler, vous êtes arrivé un peu en retard, sur ce retour attendu, par ailleurs, hein, tout le monde savait qu'il allait revenir, de terrorisme pédagogique, de ces attentats terroristes, de ces accrochages où à chaque fois on va à la mort de jeunes Jounoud, Rabbi Yarhamham, mais aussi de terroristes, comme ils les appellent eux, dont on nous dit, d'ailleurs c'est le communiqué de l'armée, qui traite ces terroristes de dangereux et j'ai oublié l'autre qualificatif, dangereux et sanguinaires. Alors, ça veut dire que quand ils disent dangereux et sanguinaires, ça veut dire qu'ils les ont identifiés, ils les connaissent. Mais ils ne nous disent rien, ni qui ils sont, ni à quel groupe ils appartiennent, ni à quelle mouvance, ni ce qu'ils revendiquent, ni qui les soutient, ni qui les finance. Ils ne nous disent Encore pas... moins comment les éliminer. On va y arriver justement, cette question. Alors que les services secrets, DRS, sont généralement habitués à nous livrer une foule d'informations. Il appartient al Sariya al-Foulani, à l'émir al-Foulani, qui est dans la région X. Et alors, on se demande comment ils peuvent qualifier des gens comme ça, alors qu'ils ne nous disent rien sur eux, ni sur cette soudaine flambée de terrorisme. Amin. Ok. C'est drôle de parler de terrorisme et de sanguinaire à quelques heures d'une humiliation insoutenable qu'on a eu à vivre avec l'accueil qui a été réservé et la façon avec laquelle a été rapatrié avec les honneurs Khalid Mirza. Amine, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez rapprocher le micro de votre bouche? Est-ce que ça va mieux? On va vous rappeler, Amine, il y a un petit souci au niveau du son. Hein. Ouais, moi je vous écoute. Ah là, c'est très bien. Là, on vous entend très bien. Allez-y. Ok. Donc, ce que je disais, c'est désolant de devoir parler de terroristes encore quand on vient de rapatrier dans les honneurs les plus incroyables quelqu'un comme Khalid Mazzar, ou bien qu'on réhabilite, même si c'était quand même un simulacre le tribunal de Blida, c'est un simulacre de justice, mais ça reste toujours que la façon avec laquelle on est en train de réhabiliter les visages les plus sanguinaires des années 90 ces derniers jours, puis les mêmes pratiques du temps de Toufir reviennent comme par hasard. Donc, c'est le plus aberrant dans tout ça, c'est que tout ça, ça se passe dans l'Algérie nouvelle, Jazair al-Jadida de Sitboun et compagnie. Donc, oui, c'est la marque de fabrique de toute dictature de jouer sur la peur. C'est la marque de fabrique de toute dictature de créer un ennemi imaginaire ou pas, mais ou même prendre un ennemi et de le faire grossir quand on a besoin ou de le sortir comme l'épouvantail. Donc, mais là, ce qui est aberrant, c'est que la façon avec laquelle ils sont en train de présenter les choses, c'est une humiliation à notre grande armée nationale. C'est une humiliation envers ceux-là même qui sont censés être aujourd'hui les garants de l'Algérie nouvelle, du changement et de la continuité de tout ce qui a été revendiqué lors du Hirak. Donc je pense que plus ils utilisent les mêmes pratiques, plus ils prouvent qu'ils sont, un, en panique, deux, à court d'idées pour se renouveler, mais aussi et surtout quand on les voit réhabiliter et remettre sur la scène les démons du passé, on comprend vraiment que ce régime a dépassé de très 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 loin sa date de consommation limite. Mais Amine, quand on nous parle de terrorisme, alors la propagande du régime lui-même, ça veut dire, appelons-les les informations à City, les informations du régime lui-même parlent, quand il parle de terroristes, de terrorisme résiduel, ça veut dire les résidus qui restent après
la charte pour la réconciliation nationale. Ils nous les décrivent comme étant des bandes éparses, mangées par leurs poux, qui crèvent de faim et qu'on reconnaît généralement par l'odeur, des odeurs de fauves qui vivent dans les montagnes, qui se nourrissent de racines et de n'importe quoi, et qui ne se lavent jamais, qui n'ont plus que la peau sur les os, et qu'on retrouve à l'odeur. À l'odeur, nous dit-on, ils sentent tellement mauvais que leur odeur fait des kilomètres. C'est comme ça qu'on les retrouve, généralement, nous dit-on. Alors, d'abord, comment font ces gens pour s'armer, pour avoir des munitions, pour se déplacer, pour perpétrer des attentats contre l'une des armées les plus puissantes du monde? C'est la 28e du monde, c'est la 2e en Afrique. Et pourquoi est-ce qu'on ne les démantèle pas tout simplement? Pourquoi on ne les neutralise pas en une seule opération, ou alors à la limite en leur offrant toutes les garanties pour qu'ils se rendent? Tout d'abord, on ne peut pas se débarrasser d'un outil de gouvernance. Ce que ces gens appellent les hordes terroristes, c'est un outil de gouvernance entre leurs mains. Donc, de régulation. De régulation. Ils nous le sortent quand ils en ont le besoin. Donc là, actuellement, ils ont besoin de ça, ils l'ont sorti. Mais ils vont pas l'éliminer totalement, ils vont le garder. Parce qu'on peut pas mettre le fait qu'ils n'arrivent pas à sentir leur odeur sur le fait qu'avec la Covid, ils perdent le sens de l'odorat. Non, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais je pense clairement qu'il y a deux raisons déjà. La première des raisons, c'est qu'ils en ont besoin. Et la deuxième raison, c'est que ils ne sont pas touchés dans leur chair, ils ne sont pas touchés dans leur sang. C'est pas leurs enfants qui sont sacrifiés à chaque fois dans ces attentats-là. C'est pas leurs proches à eux. Leurs proches et leurs enfants, ils vivent soit dans les palais d'Alger, soit dans les grandes capitales occidentales, aux frais du peuple. Alors que c'est les enfants du peuple qui sont utilisés comme chair à canon à chaque fois. Moi, j'oublierai jamais, il y a quelques années de cela, il y avait, je pense, 17 jeunes des gardes frontières qui ont été tués dans le sud algérien. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Jamaldine, c'était quand même quelque chose d'horrible. Et puis, il y avait eu un simple petit communiqué en retard de la part du MDN. Le président, le jour même, il avait fait toute une lettre de condoléances qui a été lue au journal de 20h. Mais j'oublierai jamais que c'était même pas pour ces jeunes-là, pour ces 17 Algériens martyrs de leur pays. Il a fait une lettre de condoléances parce qu'il y avait eu un accident meurtrier en Inde. Il a fait une lettre de condoléances pour le Premier ministre indien et non pas pour son peuple qui venait de perdre 17 de ses enfants. Je m'en rappelle. Moi, à chaque fois que je m'en rappelle, ça me morifie à nouveau, mais on le voit clairement que c'est toujours la même chose. On utilise le peuple comme chair à canon, qu'il soit sous les drapeaux ou qu'il soit civil, on les utilise à chaque fois. Là, en ce moment, il y a deux crimes qui sont perpétrés. Un, qui est celui d'utiliser ces hordes barbares, comme eux, ils les appellent, sachant que ceux-là même qui les appellent sont des barbares, parce qu'eux-mêmes sont des terroristes économiques. On en parle très peu, mais en ce moment, il y a un terrorisme économique que le peuple subit. Donc, pour détourner le regard de la situation économique qui est plus qu'explosive en Algérie, pour détourner le regard du simulacre qu'il y a eu au tribunal de Blida un jour de week-end en plus, on va tuer d'autres Algériens, puis la mort, ça occupe toujours plus que la vie. C'est avec nous, Amine. C'est vrai, Hassan, à part Boudiaf, qu'ils ont tué eux-mêmes, on ne connaît pas de gens de chez eux qui sont morts du terrorisme, à ma connaissance, ni même leurs enfants qui sont censés faire le service militaire. On n'a jamais entendu parler d'un enfant d'une famille du régime qui faisait son service militaire et qui est mort. Oui, sauf si on est dans l'opposition. Sauf si des généraux ou des hommes politiques comme Qasdi Marbah et puis le général là, de Tlemcen. Non, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais qui est très connu, qui a été éliminé, mais il était à la retraite.
Et il soutenait même le RCD. Oui, il y a eu des militaires assassinés, Voilà. mais tout Donc, le monde sait comment ils ont été assassinés. mais des Comme les généraux 3 en officiers qui sont venus en France enquêter et qui, une fois rentrés en Algérie, ont été assassinés, comme le général Saïdi Fodel, comme Boudiaf, mais c'est eux qui les ont tués. Mais le terrorisme n'a pas tué leurs enfants dans le service militaire, ni les généraux eux-mêmes. Oui, c'est incroyable. Ils n'ont même pas sacrifié un seul parmi eux. Oui, c'est la raison pour laquelle les Algériens ne croient plus. Ils savent que, comme ça vient d'être si bien dit par Amin, comment son nom déjà? Amin Menadi. Menadi, il dit que c'est une variable de gouvernance. Oui. Donc, lorsqu'il a dit ça, il a tout dit. Alors, on peut rentrer chez nous, là, parce que ça explique tout. À partir du moment où c'est un instrument pour eux, à la fois de propagande, à la fois pour détourner l'attention du public, à la fois vis-à-vis de l'étranger, pour permettre justement d'éliminer qui ils veulent, de réprimer qui ils veulent, d'emprisonner qui ils veulent. C'est une variable aussi pour cacher la violation des droits de l'homme. Elle sert à plusieurs facteurs. Donc, on sait très bien que ces gens-là sont à l'abri de tout, leurs enfants sont à l'abri. On voit très bien aussi que même dans les crimes économiques, il y en a quand même qui ne sont pas touchés. Il y a des détournements, mais alors abyssaux, colossaux. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais on sait très bien qu'il y en a qui sont là, qui ne sont pas inquiétés, qui ne sont pas touchés. Oui, mais la méthode, Hassan, la méthode, elle est éprouvée. C'est vrai, ils ne vont pas s'en séparer. Elle a fait ses preuves. Oui. Mais elle est éculée en même temps. Tout le monde en a vu le fond. Oui. C'est bon, n'est-ce qu'on va bien. Donc la preuve, cette omission qu'on est en train de faire. On est en train de dire, il faut arrêter les gars, on sait que c'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oui, mais si on fait cette émission quand même, Djamaldine, c'est parce qu'on sait, malheureusement, qu'il y a toujours une frange de l'opinion qui a besoin d'être sensibilisée. Encore, voilà. Pour reprendre ce verbe. Et puis, à partir du moment où ils ressortent ça, nous aussi, on va ressortir. On doit ressortir, oui, absolument. Nos armes, nous, d'information, pour dire aux Algériens, attention. Eux, la déstabilisation et nous, l'information. Absolument, c'est très important. Absolument. Et tant que, de toute façon, tant que l'information est verrouillée dans le pays, tant que les vrais journalistes sont en prison ou sont bâillonnés, tant que les sites électroniques sont, sont interdits, sont coupés de diffusion au niveau algérien, tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression, tant que vous, M. Benchenouf, ou nous, vos invités, on ne peut pas s'exprimer sur les plateaux de télévision algérienne, eh bien, ils peuvent effectivement continuer de manipuler, pensant qu'ils peuvent toujours convaincre un certain nombre. Vous me faites penser... Oui, excusez-moi. Allez-y. Est-ce que ce ne serait pas là cette soi-disant anicroche qu'il y a eu contre des éliminations de terroristes dernièrement? Est-ce que ce ne serait pas non plus une offre... il ne s'agirait pas d'une offre de service en direction de la France quand on sait qu'elle a perdu 5 soldats en une semaine ces derniers temps, au Mali? Est-ce qu'il n'y aurait pas une offre de service pour dire, écoutez, nous sommes là, nous, pour vous préserver du terrorisme? Très honnêtement, ils n'ont pas besoin de ça par rapport à la France. Parce qu'ils travaillent véritablement en coopération, les services algériens et les services français. Personne ne croira qu'ils ne sont pas en coopération étroite, permanente, constante. Absolument. Ça, personne ne peut y Mais croire. en plus, Iskandar, en plus, tout le monde sait que la Constitution a été changée pour introduire ce fameux amendement pour pouvoir utiliser l'armée algérienne à l'extérieur, pour faire du mercenariat. C'est ça. Mais cette histoire qui se passe de terrorisme pédagogique qu'ils utilisent pour faire peur à la société algérienne, en fait, c'est contre-productif pour eux à l'étranger. Parce que les autres, ceux qui veulent les utiliser au Sahel, les Américains et les Français, ils vont leur dire, mais les gars, vous allez venir chez nous au Sahel, où c'est vraiment l'enfer terroriste, alors que vous n'êtes pas capable de régler le cas de 4 chats chez vous qui...
c'est contre-productif. C'est contre-productif, oui, mais d'un autre côté, attention, c'est très pernicieux en même temps. Oui, ce n'est Parce pas que simple, j'imagine. C'est vraiment très, très pernicieux. Parce qu'on sait, les services français savent que l'AQMI, parce que l'AQMI qui a été derrière les actions qui se sont déroulées au Mali, ils savent que l'AQMI a été fondée par le DRS et qu'elle est manipulée par le DRS. Oui. Même si elle leur a échappé par la suite. Hein. Même si elle a échappé. Parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils ne gardent la maîtrise de rien. Absolument. Voilà, est-ce que les derniers événements en Algérie, c'est-à-dire antiterroristes, les opérations antiterroristes en Algérie, est-ce que ce n'est pas une manière de dire, écoutez, nous sommes nous-mêmes victimes de ce terrorisme, de l'AQMI qu'on ne peut plus... Je m'excuse de t'interrompre. Oui. Très honnêtement, les mieux informés sur la situation algérienne, ce sont les services français, russes, chinois, turcs, israéliens. Émiratis et israéliens. Ils sont les mieux renseignés. Donc, toute opération qui servirait, soi-disant, à faire passer une idée aux yeux de l'opinion internationale est vaine. En revanche, ils jouent des équilibres pour tromper un certain nombre au niveau algérien, pensant que, même s'ils savent que les Algériens n'y croient pas, mais ils donnent un prétexte à certains pour se rallier. On voit comment certains chefs de parti essayent d'être en bisbille, essayent de soutenir de façon directe, de se rapprocher du noyau du pouvoir, etc. Donc, ils leur donnent une occasion de dire, mais vous voyez, il y a le terrorisme, donc vous pouvez vous rapprocher de nous maintenant. De façon... il y a la résolution du Parlement européen. Venez la condamner maintenant. Par exemple, oui. L'opposition. Absolument, oui. Donc, c'est plutôt un certain nombre de pseudo-politiciens algériens qui attendent un prétexte pour se joindre justement à ce pouvoir. Et là, ils essayent de leur offrir c'est pas une carotte, mais ce prétexte-là pour dire, vous voyez, l'Algérie est en danger, le peuple algérien est en danger, etc. Donc c'est normal qu'on aille rejoindre... C'est le propre du relais. Voilà, c'est... Le relais. Oui, mais et les apprentis relais. Parce qu'il y en a ces derniers temps. Hein, il y en a, oui. Et qui ne passent plus chez vous. Non. Et qui étaient très présents à un moment, et puis... Je voudrais reprendre quelque chose que vous venez de dire, Hassan, qui est très intéressante. Mais moi, je saute sur l'occasion pour la dire à nos amis qui nous écoutent. Quand vous avez dit, nous, on aimerait bien être là-bas en Algérie, dans les médias algériens, pour dire ce qu'il en est, c'est vrai. Mais le gros problème, et c'est pour ça que c'est l'occasion pour moi de dire à ces gens qui nous interpellent, vous, moi, Skandar, Amin, qui nous disent, venez en Algérie, dites ce que vous avez à dire. C'est là comme Rijal. Ah oui. Amin est sur place, il devrait quand même le mettre sur Non, le il est au plateau. Canada. Il est au Canada. Ah oui, pardon. Alors, le problème... Mais Aïssa Rahmoun est sur place. Oui. Aïssa Rahmoun est sur place. Aïssa Rahmoun est en place. Il y en a plein d'autres qui sont sur place. Lui, il est avocat, il est militant, il serait difficile Il devrait passer quand même sur le plateau. Mais je rappelle qu'il y a des journalistes comme Khaled Dararni ou Abd Sameh qui sont en prison. Oui. Je rappelle que Tamalt est mort en prison parce qu'il a parlé. Oui. Ihsan El-Kadi, qui est dans une petite radio comme ça, et qui pourrait faire des miracles. Mais qu'on a quasiment cadenassé, verrouillé, qu'on a interdit d'être suivi en Algérie. Voilà. Alors donc, servir l'Algérie. On a beaucoup de chance d'être à l'étranger pour pouvoir nous exprimer et dire les choses. Alors, Amin, une question que se pose tout le monde. D'abord, sur la situation, c'est l'occasion pour en parler. La situation sur nos Jounoud. On a vu, quand Tchengueleha est allé leur rendre visite, dans quelle situation pitoyable ils se trouvent, au point où leur toile de tente est constituée de trucs de sacs poubelles, là, la toile cirée noire, là, pour se couvrir de la pluie. Alors que l'armée est réputée avoir les meilleures tentes imperméables de l'industrie du monde. C'est connu, ça. Alors, des Jounoud qui sont obligés d'aller réparer leurs Rangers chez le cordonnier. C'est plus comme avant les dotations qu'on leur donne. Après tant de mois, on les remplace, même si les Rangers sont intacts. C'est fini, ça. C'est un Rangers qui est réparé عند الملاخ. On les voit, il y a des images qui circulent, comment ils mangent, dans quelles conditions. D'abord, il y a ça, alors que l'armée dispose d'un financement absolument scandaleux. Un budget colossal. Colossal.
pour acquérir des équipements dont on ne sait même pas ce qu'ils deviennent, ni s'ils rouillent quelque part, pour permettre des commissions hallucinantes en milliards de dollars à certains. Alors, pourquoi cette armée, cette immense armée, ne réussit-elle pas à démanteler, à neutraliser ces bandes éparses, pour reprendre leurs propres termes, de terroristes? Si on va parler d'équipement, je pense que, bon, je ne suis pas un expert militaire à la colline, mais je suis un observateur. Et puis, comme observateur, je me dis qu'il y a quelques mois, on avait un général shérif quelque chose, enfin pas un général, un colonel qui passait son temps sur les plateaux télé et qui disait que Ah Tawfik oui, est oui, oui. est un Celui qui vendu s'est attaqué à Général Tawfik à et qui Tawfik, doit à Nassar. aujourd'hui trembler, parce qu'il va passer un sale quart d'heure. على كل c'est bon. Il y a un terme que disait souvent ma grand-mère, c'était Oulad al-Kilba Ga'klab. Donc ils vont pas se manger entre eux, t'inquiète. Lui, ce qu'il disait, c'est que Tawfik avait mis en place tout un système où toute personne compétente était mise à la porte ou en prison. Il avait dit qu'il avait il avait dilapidé des milliards de dollars à chaque fois qu'il était en poste, dans certains postes. Il ne sait pas que Tawfik s'était attaqué à plusieurs gradés. Tous ceux, les Bahbehom, comme on dit en algérien, tous ceux qui se sont retrouvés un peu dans la mise après la montée en flèche de Gaïd Salah, et c'est ça ce qui s'est passé, c'est que le gars, il nous est venu, comme d'autres, des anciens, à l'époque, il y avait plein d'anciens militaires qui étaient à la retraite, qui disaient Tawfik, il a mis à la porte des compétences, il a dilapidé de l'argent et tout ça. Ça, c'est Tawfik et compagnie qui ont été mis à nu. Si c'est vrai ou pas, on ne sait pas, mais de toute façon, ça nous donne une image, même si elle est minime, de ce qui se passe dans l'armée algérienne. Sans parler du fait qu'on a entendu ce que disait Général Ben Hadid sur plusieurs autres gradés, entre autres sur Gaïd Salah. On le sait qu'on est dans une réalité qui est la même que celle du civil. L'armée est gouvernée par des incompétents, des corrompus, ou bien les deux en même temps. Il y en a beaucoup qui cumulent les deux, l'incompétence et la corruption. Donc, c'est normal que le Jundi, que le soldat, il se retrouve en première ligne avec rien pour se défendre, rien pour se réchauffer, ou la nourriture qui n'est pas adéquate, ou avec des équipements qui ne sont pas adéquats. Parce que, de toute façon, le budget, il n'est pas consommé en Algérie, le budget, il est consommé ailleurs. C'est comme partout dans tous les secteurs, mais c'est normal qu'à l'armée, on le voit un peu plus parce que c'est quand même le plus gros budget qu'on a dans notre pays. Là, ça, c'est en termes d'équipement globalement. Mais pour en venir à éliminer la menace terroriste, pour l'éliminer, il faut deux choses. Pour éliminer la menace terroriste, maintenant, de ce qu'on sait, il faut deux choses. Il faut de l'information, donc du renseignement, et puis, il faut de l'équipement et de la formation, et puis la partie tactique. Il y a la partie renseignement et puis la partie technique ou tactique. Donc, la partie renseignement, nos renseignements sont trop occupés à faire la chasse aux sorcières à tous les hommes et les femmes libres du pays qui veulent un changement. Ils sont trop occupés à faire ça. Ils sont trop occupés à faire en sorte de faire des grosses affaires ou à faire du chantage à des hommes d'affaires. Donc c'est normal, mais on l'a vu, on l'a entendu avec l'histoire de Wassini Bouazza qui était le sauveur du département, ensuite qui est devenu le pire des pires, avec Tawfik qui était le sauveur de l'Algérie qui est devenu le pire des pires, maintenant qui redevient le sauveur. Donc ça c'est la partie renseignement. Et puis c'est l'horreur, ce qu'on les entend dire eux-mêmes, comme on dit en arabe, c'est eux-mêmes qui témoignent de leurs aberrations. Et puis la partie tactique ou technique ou en termes d'équipement et de formation, on le voit clairement qu'on n'est pas outillé. On n'est pas du tout outillé. Je pense que si on dépensait la moitié seulement de ce qui est prévu à être dépensé en équipement, je pense clairement qu'on devrait être de loin la première armée en Afrique. Moi, je pense clairement que la seule chose réellement qui fait de nous une grande armée, c'est le cœur vaillant de ces soldats. C'est le cœur vaillant du peuple algérien qui, tout le monde sait très bien quand
qu'on se défendrait jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est pas par rapport aux armes qu'on nous met entre les mains ou qui mettent entre les mains de nos jeunes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont beaucoup d'hésitation à impliquer la troupe, ça veut dire les soldats, dans la répression du Hirak, parce qu'ils savent très bien que la troupe est majoritairement acquise au Hirak. Quand vous dites qu'ils défendront ce pays jusqu'à la dernière goutte de leur sang si c'est nécessaire. Même dans les rangs de la police, il y a eu beaucoup de sélectivité dans le choix de ceux qui utilisaient pour la répression. Et depuis des années, ils ne peuvent plus sortir tout le monde parce qu'ils ont des défections. Il y en a du monde qui se refuse à taper sur la tête de ses frères et de ses sœurs. Puis il faut savoir une chose, c'est que le début du Hirak et les barrages de police qui tombaient les uns après les autres à Alger et dans d'autres villes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu l'ordre de taper sur les gens, c'est parce que les policiers et policières algériens ont refusé d'appliquer des ordres qui est considérés comme inadmissibles. C'est tout. C'est pas le tout mauvais ou le tout bon. Absolument, absolument. Restez avec nous, Amin. Skandar Debache. Oui, à propos justement de ce que vous avez dit, la 28e armée du monde, qu'elle est suréquipée. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la déclaration de Brejnev à Boumediene juste après la guerre de 1973. Quand Boumediene est allé réclamer, dire comment c'est tout ça parce que des petits chefs militaires ont tout remis sur la soi-disant défectuosité du matériel militaire qui était fourni par l'Union soviétique. Brejnev lui a répondu le bon soldat ne fait pas forcément le bon fusil ne fait pas forcément le bon soldat, pardon. Vous avez eu le meilleur matériel du monde, vous n'avez pas su vous en servir. Et c'est ce qui se passe actuellement dans l'ANP. L'ANP, elle a beaucoup de matériel, on a acheté peut-être abusivement avec des missiles intercontinentaux dont on a... Des sous-marins, des radars, sous-marins, etc. Dont on ne sait des même pas à quoi ils vont... Dernier cri Iskander. Mais ça rapporte beaucoup d'argent en commission. Ça rapporte beaucoup d'argent en militaire est-ce qui rapporte le plus de commissions? Il n'y a rien qui rapporte plus de commissions que les équipements militaires. Est-ce qu'il y a de plus secret? Ça veut dire que c'est dans l'opacité la plus totale. Personne ne sait qui a reçu tant de milliards. Donc, en fait, du matériel, ils en ont acheté, ils en ont à profusion. Mais maintenant, comment se servir de la chose militaire, ça c'est... Et comment gérer autant de matériel? Dans un pays qui est totalement désorganisé, où l'incompétence est partout. Et partout. Et surtout en milieu militaire. Oui. Surtout en milieu militaire. Qu'est-ce qui reste des écoles de formation, de l'ENITA, de la base logistique de Bnimered qui a été complètement dissoute, alors que c'était un instrument absolument formidable entre les mains de l'armée. Où ils avaient même, je me rappelle à une époque, ils faisaient même des études de blindage. Et ça, il n'en reste rien. Ça a été liquidé par Khaled Nazar parce qu'il n'en avait pas besoin. Dans sa petite tête de sous-officier, il n'imaginait pas à quel point ça pouvait servir dans une structure militaire comme l'ANP. Voilà. Et ce qu'il est resté, quoi? Il est resté des incompétents. Cela dit, j'aimerais bien mettre un petit bémol à tout ce qui vient d'être dit. Parce qu'au-delà de la formation, au-delà du matériel, au-delà des services de renseignement, etc., le point nodal, en réalité, c'est la volonté politique. Bien sûr. C'est aussi la confiance qu'il peut avoir entre un peuple et son armée. Dès lors qu'il n'y a pas cette confiance, cette variable la plus importante qui est pour défendre un pays, il y aurait eu un système de confiance, un système démocratique où le peuple algérien aurait son mot à dire. Ces petits terroristes-là, c'est les Algériens qui s'en occuperaient à main nue. Ils les prendraient comme des petits lièvres. Oui. C'est parce que précisément, il y a cette fissure, et je dirais même, il y a cet océan qui sépare cette armée du peuple, que précisément... C'est plutôt ces chefs de l'armée du peuple. Moi je ne résiste pas... Skandar a réagi tout à l'heure en disant, quand on parle de l'armée, on parle de l'institution. On parle de l'institution militaire. Après, évidemment, on ne va pas chercher... Oui, mais là, en ce qui nous concerne, c'est réellement un gros fossé. L'armée
politiques. Je ne parle pas des Oui, militaires oui, qui ne sont oui. pas politiques. L'armée qui est au pouvoir. L'armée qui s'occupe de tous ceux qui sont petits ou grands qui s'occupent des affaires politiques. Que pensez-vous de la déclaration récente de Tebboune qui passait quasiment inaperçue, dont presque personne n'a parlé? C'est laquelle? Pas une seule personnalité de l'opposition ne l'a relevé. Pas un seul journal. Ah oui, quand il a parlé Rien. de Quand il a dit l'armée est à la tête de l'État. Oui. الدولة على رأسها الجيش الوطني الشعبي سليف الجيش التحرير الوطني. C'est gravissime quand un président de la République le dit. Non, mais il se rend compte de la réalité, d'une part. Mais il ne peut pas le dire. Oui, mais s'il le dit... C'est contre-productif, y compris pour l'armée elle-même. Oui et non, parce que, de mon point de vue, s'il le dit, parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. On voit très bien que les uns essayent d'éliminer les autres, etc. Que Macron a mêlé son petit grain de sel en disant je soutiens Tebboune, etc. le courageux. Ça veut dire, mais il le soutient vis-à-vis de qui? Par rapport à qui? Par rapport à ceux qui Voilà. veulent l'évacuer, Donc, quoi. Voilà. Donc si Tebboune a dit ça, ce n'est pas une phrase Il a même sibylle. parlé de transition, alors qu'il ne sait même pas Voilà. que le Tebboune et le Gaïd Salah, on dit quelle transition? Voilà. Celui qui parle de transition est un traître. Voilà, Là, ils donc ont dit ça. on ne peut malheureusement, M. Menchinouf, on ne peut qu'émettre des hypothèses parce que, évidemment, il y a l'opacité, il y a le refus de communiquer, etc. Donc, Et quand Chenguereha, le chef d'état-major, Oui. quand il dit, lui n'est pas vice-ministre de la Défense, hein? Non, il Il est chef d'état-major. chef d'état-major par intérim. Non, il n'est plus par intérim. Ah bon? Maintenant, je crois qu'il est nommé. Vous êtes Ouais, sûr? oui, il est nommé, Bon, je ben, crois, par Brocali, décret. alors. Oui, Bon. oui. Ouais. En tout cas, il est rentré dans l'histoire pour être le premier Vous auriez- chef d'état-major de l'histoire à être nommé par intérim et par décret. Parce que les décrets, Ah oui, généralement, on ne nomme pas quelqu'un Oui, par intérim. oui, oui, ok. Donc, ouais, il est Il rentré aurait dans fallu l'histoire à sa préparer manière. un peu de champagne. Allez, tchin, tchin. Mais sinon, Hassan, lui, Chenguereha, ce qu'il a dit, il a dit l'armée et le peuple sont quelque chose. Khawa, khawa, là, je ne sais pas ce qu'il a dit. Oui. Ça veut dire c'est comme si c'était deux entités Oui. séparées. Non seulement deux entités qui sont séparées, ça veut dire tout simplement que dans sa tête, surtout, que ça ne peut pas être ensemble. Et donc, si d'aventure il y a une raison, il pourrait voir comment négocier un éventuel lien comme ça. Mais c'est complètement démentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est complètement démentiel. Mais Tebboune, quand il a déclaré que effectivement l'armée est au pouvoir, il ne se trompe pas, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas sibyllin, c'est un message qu'il envoie à un groupe. Ça veut dire Je suis à votre disposition, à votre il service. veut entrer dans les faveurs des décideurs, des faiseurs de Ne roi me balayez et pas. des défaiseurs de roi. Oui, je n'ai pas la prétention d'être le président aux 3/4 ou je ne sais pas Je combien. suis à vos ordres. Voilà. Mais dans ce cas, justement, dans un tel cas de figure, moi je pose une question. Où est l'État? Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Mais pourquoi le Hirak est dehors s'il y avait un État? Absolument. Il y a un- Parce que si l'on prend par exemple la définition de l'État comme l'expression écrite de la nation, Oui. il n'existe même plus. Ah oui. Pourquoi le Hirak est Mais il y dehors? a un Il dit, État, mais vermoulu. L'État, Il il n'existe existe. pas. Parce que c'est quoi l'État? C'est les institutions. Ça- Les institutions existent. Les institutions Maintenant, sont de c'était- fausses institutions. Oui, De fausses Mais institutions. l'État n'existe qu'à travers ses grands commis, ses grands serviteurs, qui, grâce à eux, je le répète pour la millième fois, quand on appuie sur l'interrupteur, on a de l'électricité, de la lumière. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau. Quand on sort, il y a des rues, il y a des routes, il y a Mais des... il n'y a pas que ça, il y a de L'État la aussi. n'existe qu'à travers ce côté qui est assumé par les grands commis, les petits commis de l'État. Parce Et que- sinon, sur un plan politique, à mon avis, c'est mon avis personnel que j'exprime, il n'y a ni État ni République. Il n'y a rien, il y a une mafiocratie. Oui, mais un État, il ne faut pas non plus idéaliser, parce qu'un État, il peut être au service de la société. Oui. Et pour le moment, notre État, il existe, mais il veut que ce soit la société qui soit à son service. Ah ben C'est-à-dire voilà. qu'il y a un renversement de valeur. Alors, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je me permets de vous interrompre, un sujet qui est un peu hors sujet, Oui. mais dont on va parler parce que moi, il m'a personnellement interpellé. Je n'ai pas compris. Donc, je vais le soumettre à votre discussion.
On a vu à 2 reprises M. Tebboune lors de la signature de la loi de finances sans masque. Et même ceux qui étaient autour de lui, par gêne, pour faire comme lui, ils n'ont pas porté de masque, sauf un ministre. Alors que, nous allons voir la vidéo, alors que l'exemple que doit donner le chef de l'État, et le chef du gouvernement, et le chef d'état-major et les ministres auraient dû respecter la distance sanitaire et porter des masques. Nous allons voir ça. Et puis la deuxième image, hier, il a présidé hier ou avant-hier une réunion du patronat. Pareil, il était le seul à ne pas porter de masque. Et vous allez essayer de nous dire pourquoi. Nous allons regarder les images. Regardez là, il ne porte pas de masque. Et tous ceux qui sont autour de lui ne portent pas de masque, sauf un ministre qui va hésiter un peu. Puis il y en a même un qui a le masque dans ses mains. Vous voyez d'ici Hassan Iskandar? Voilà, ils applaudissent avec les masques. Et il y a un ministre à droite là qui va mettre son masque. Voilà, le seul. Même Chengueriha ne porte pas, regardez. Oui, personne. Attendez, Iskandar, mais là, il y a une autre image que nous allons regarder. Elle n'est pas là. D'accord, nous allons essayer de la regarder. Attendez, Djemal, sommes-nous sûrs que ces images sont d'actualité? Ah non, elles sont d'actualité, il n'y a aucun doute, puisqu'ils ont des masques à la main, puisqu'il y a beaucoup de choses qui montrent. Bon, je veux dire, ça d'actualité, sommes-nous sûrs qu'elle ne date pas d'avant l'hospitalisation? Non, ça se voit que c'est récent, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi ne porte-t-il pas de masque? Peut-être que M. Tebboune est vacciné, il revient d'Allemagne. Oui, mais même vacciné, il porte le masque pour l'exemple. Oui, normalement. Et puis même vacciné, il peut peut-être être atteint. Et puis est-ce que par hasard plutôt qu'il ne peut plus se permettre de porter le masque parce qu'il étouffe, par exemple? Moi, j'ai pensé à ça. On va demander à Amine. Amine, à votre avis? Amine? Oui. Sur la crise sanitaire et puis leur façon de gérer la crise sanitaire, je trouve que c'est encore plus aberrant que leur gestion de la crise. Enfin, s'il y a crise sécuritaire réellement, ils ont créé la crise sécuritaire. Puis la crise sanitaire, ils ont essayé d'utiliser à un certain moment, chacun selon ses croyances, que ce soit le karma, que ce soit le bon Dieu, chacun selon ses croyances, mais ils ont été rattrapés parce que celui-là même qui disait que on a le meilleur système de santé en Afrique et l'un des meilleurs dans le monde, il s'est retrouvé à prendre un avion pour... Oui, mais à votre avis, pourquoi lors de la signature de la loi de finances, et hier ou avant-hier lors de la réunion avec le patronat, pourquoi il ne porte pas de masque, au point où tous ceux qui sont autour de lui, par pudeur ou je ne sais par correction, comment ils ont estimé ça, ils n'ont pas porté le masque comme lui. Pourquoi il ne porte pas de masque, à votre avis? C'est la même insouciance avec laquelle il dirige le pays, d'une part. D'autre part, c'est aussi cohérent avec les chiffres qu'ils affichent. On a tous des proches en Algérie, on a tous des gens autour de nous qui nous prouvaient, du moins durant les dernières semaines, qu'il y avait beaucoup plus de décès, beaucoup plus de cas qu'ils affichaient. Donc ils essaient un peu d'être cohérents par rapport à ce qu'ils affichent comme chiffres, même si ça n'a aucune cohérence de dire qu'on est à 400 cas alors que la plupart des hôpitaux étaient totalement dépassés. Donc là, c'est sûr qu'ils ne veulent pas afficher une image de panique. En même temps, on ne sait pas encore si le président a vraiment eu le coronavirus ou s'il a été blessé lors d'un match de foot. Parce que, Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. Scandale. Très honnêtement, juste un mot. Oui. De toute façon, c'est le dernier tour de micro. Non, mais ce qui me scandalise, moi, c'est ce théâtre-là. C'est-à-dire, comment pour signer un document, c'est rien du tout. Oui. C'est quoi une loi de finances? C'est rien, c'est tous les ans, machin, un budget. Alors, le truc, on place le président, il y a un aéropage autour. Et même le chef d'état-major, pourquoi le chef d'état-major? Les applaudissements parce qu'il a signé. Les applaudissements parce qu'il a signé. Même Brejnev, c'est comme ça, ils ne changeront pas, ils sont comme ça. Le scandale est là, après le reste, effectivement, Amine, encore une fois, merci Amine Menadi, l'insouciance dans la gestion de l'État, comme dans la gestion quotidienne, à la petite semaine,
eh ben, elle se reflète effectivement sur cette image-là. Et vous n'avez pas de réponse pour l'absence de masque? Non, Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous choque pas? J'y ai pas réfléchi, mais de toute façon, c'est des gens tous qui peuvent se faire soigner en Allemagne. Si il advenait qu'ils soient atteints. Oui, mais pour l'exemple, Oui, d'habitude, oui. avant qu'ils ne disparaissent, ils portaient le masque. Est-ce qu'ils donnent des Le chef exemples d'état-major portait le masque. Est-ce qu'ils sont exemplaires par ailleurs? Oui. C'est des voleurs. Mais c'est là, des on voit que menteurs, c'est fait des- exprès. Oui. On voit que c'est fait exprès. C'est pas de l'insouciance. Oui, Même le dernier qui a porté le Oui, masque, oui. on voyait qu'il avait Oui, peur il de le était porter. apeuré, Quoi. oui. Il y a quelque chose. On leur a donné une consigne de ne pas porter le masque. Scandale. Le mot de la fin, par ailleurs. Le mot de la fin, ce que je voulais dire, c'était, pour répondre à M. Hirsch, c'est sur la notion d'État. L'État se définit dans sa manière, à la manière dont il se projette dans la société, soit parce qu'il est l'émanation de la société, soit parce qu'il est, même dans le cas d'une dictature, comme on l'a vu dans certaines dictatures que je ne dirais pas intelligentes, mais dont le comportement était plus ou moins correct, soit parce qu'il est au service de la société. Or là, nous ne voyons pratiquement ni projet, aucun projet pratiquement, aucun projet économique. vision, ni On rien. nous parle de terrorisme résiduel ou d'intervention contre des terroristes quand il y a pénurie de liquidités, ce qui est très grave au niveau des banques. Flambée des prix à la consommation, d'ailleurs une émission que nous allons faire bientôt. Les réserves de change qui sont à zéro, et même depuis assez longtemps, l'avenir noir économique. La chute du dinar, La chute du dinar, l'avenir noir le chômage, qui attend les Algériens. la paupérisation. Absolument. Et tout ça, rien n'est fait, absolument rien, parce que c'est un régime qui n'a rien à proposer pour les Algériens. Il ne s'excuse même pas devant les Algériens. Il dit, voilà, soit vous marchez au doigt et à l'œil, soit il y aura une répression comme pendant la décennie noire. Voilà, merci. C'est l'arrogance des bouffons. L'arrogance des bouffons. Oui. Absolument. Merci Iskandar Debbache, merci Hassan Hirsch, merci Amin Mennadi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Juste une chose, c'est que le terrorisme, ce n'est pas seulement porter des armes contre ses propres concitoyens ou contre l'État. Le terrorisme, c'est aussi et tout simplement terroriser les gens. Et à travers ce à quoi on est en train d'assister, ces opérations, le terrorisme de Tamarast répété à l'infini, c'est du terrorisme qu'ils sont en train de pratiquer sur nous pour nous faire peur, pour nous dissuader de nous unir, pour nous dissuader de regarder vers l'horizon, pour nous dissuader de nous occuper de l'avenir de nos enfants et de leur fonder un État de droit, une vraie république où tous les Algériens pourraient jouir de leur plein droit. Merci beaucoup. Khair, salama.